Je leur demande, ok, c'est quoi votre proposition de valeur? Pourquoi vous faites ce métier? Ils me disent parce qu'on aime l'humain. J'ai 9 personnes sur 10 qu'on coach qui ne sait pas me répondre. Je dis, vous êtes à côté. Vous signerez pas d'exclusivité, vous accompagnerez pas vos clients. La moyenne, je crois, c'est 2 projets de vente dans une vie. Donc il faut bien se dire que c'est la plus grande décision que les gens prennent dans leur vie. C'est vrai que souvent l'ennemi c'est l'ego et on donne pas confiance aux autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils vont dire ok, si tu sais mieux faire que tout le monde, vas-y, fais-le. C'est quoi la zone de génie de ton collaborateur? Dans quoi il performe? Pourquoi on oblige les personnes à performer là où ils ne sont pas à leur place? Le déclic ça a été de dire je vais mettre en place une performance en équipe. Est-ce que tu connais un sportif qui réussit, qui a des résultats, qui est seul? Alors aujourd'hui j'accueille Lydie Fort, très content de t'accueillir. Et donc Lydie, pour faire un petit donc laïus sur la situation, donc tu as construit historiquement une activité dans la transaction immobilière à plus d'1 million de CA avec une équipe, donc c'était environ 8 collaborateurs. Et aujourd'hui, donc tu accompagnes les dirigeants d'entreprise, évidemment donc dans Smart Agent, les experts en transaction, IMO, agents immobiliers. Et du coup, tu les aides à passer un cap, sortir de la production. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'entends souvent que voilà, je sature, je veux sortir de la production, je veux pouvoir partir en vacances et compter sur une équipe qui fait tourner le business. Donc ça, c'est les sujets de tous les jours que tu traites avec l'équipe. Et du coup, tu les aides à structurer le business, à créer donc des équipes performantes. Et on va parler également du fait de pourquoi en fait la plupart des agents restent bloqués et comment les aider à passer un cap. Lydie, encore une fois, bienvenue. Bonjour Guillaume, je suis ravie d'être avec toi pour parler justement de la structuration et le développement de la performance des agents immobiliers. Yes. Donc pour reprendre mon parcours, effectivement, j'ai commencé l'immobilier en 2006, donc c'est important de le citer. C'est la question que j'allais te poser, c'est la question que je pose à chaque fois en premier, c'est comment tu es arrivé dans l'immobilier. Et après, on va parler aussi de la transition vers plutôt le conseil maintenant, l'accompagnement du dirigeant. Donc effectivement, j'ai commencé en 2006 l'immobilier, donc époque où Internet n'était pas encore d'usage, où on était avec les bottins pour faire de la prospection, avec les flyers. Donc c'est assez significatif parce que le monde a changé avec le digital, donc c'est important de le préciser. Donc j'ai connu cette époque-là. Premier iPhone 2008. Il est arrivé en 2008 l'iPhone, mais c'est vrai que c'était le début. On avait les modems, je me souviens à l'époque, qui faisaient comme ça. Avec les énormes et machines. encore le Minitel d'ailleurs à l'époque. Donc je sais pas si tu as connu toi, parce que tu étais plus jeune. Alors j'étais petit. C'est mon grand âge. Donc première année d'activité, donc j'étais dans un réseau ERA, pour pas le citer. Première année d'exercice, 230 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Dès la première année, en fait, tu as réussi à aller taper quand même un bon chiffre d'affaires. Les premiers mois ont été difficiles, mais une fois que ça s'est enclenché, il y a eu un cercle vertueux, une inertie qui s'est mise en route, qui a permis de faire ce beau chiffre d'affaires sur mon premier exercice, mon premier bilan, parce qu'à l'époque, le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas. D'accord. Donc on était au statut agent commercial. Donc ça avait été assez spectaculaire, comme j'aime à dire. Et donc j'ai été classée deuxième meilleure négociatrice France du réseau ERA. Donc j'ai été très fière d'aller à Paris, de monter sur scène pour recevoir le trophée du réseau pour une première année d'exercice et pour un premier bilan. C'est magnifique de faire ça dès la première année. Et quels ont été les déclics? Quels sont les tips sur le chemin qui t'ont permis d'aller chercher ce chiffre, que ce soit par exemple sur la rentrée de mandat, par exemple, c'est un gros sujet qu'on traite notamment, un des sujets clés qui aide les agents à performer. C'est vraiment structuré, l'acquisition de mandat. Et à l'époque, toi, comment tu faisais ça donc pour cette année-là, à 230 000 par exemple? La performance, la persévérance, la résilience, c'est vraiment ce qui me caractérisait et puis ce qui me caractérise encore aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de transmettre aux personnes qu'on accompagne. À l'époque, c'était à l'ancienne, c'était le tap-tap, la sectorisation, les îlotages et le phoning. Donc tous les matins, c'était aller faire son îlot, aller taper aux portes. Qui vont bientôt être interdits au mois de juin. C'est juin ou août, je crois. Juin ou 2026, me semble-t-il. Enfin, c'est cet été. Tu dis, c'est ça, autour de l'été 26. Exactement. Et aussi, je crois que ce qui a fait la différence et pourquoi j'ai eu ce beau chiffre d'affaires sur cette première année, c'est la communication et la bienveillance auprès des vendeurs et des acquéreurs. Et c'était vraiment d'être très intéressé à leur projet de vie, à qui ils sont.
et plus qu'un produit, un service. Le côté humain. Ouais, tout à fait. Ça revient souvent, de toute façon. C'est comme ça qu'on collabore et qu'on crée les connexions. C'est vraiment le côté humain qui fait qu'on a envie de travailler avec telle ou telle personne. Et finalement, on retrouve ça dans l'immobilier. Je veux dire, quand quelqu'un délègue sa vente, il a envie d'être connecté humainement avec cette personne. Donc, OK. Mais très intéressant, les valeurs que tu mets en avant. C'est pas seulement une question de méthode, c'est aussi une question d'état d'esprit, de mindset, de qualité. Oui, tu disais que tu es aussi coach certifié, tu accompagnes des dirigeants, mais aussi des professionnels dans le sport, sur l'aspect du coup état d'esprit, mindset à avoir. Et donc c'est vrai que c'est des choses que j'entends souvent, c'est que il y a 50 dans le succès d'un dirigeant d'entreprise, il y a 50% c'est la technique, donc la méthode purement technique business, et aussi 50% l'état d'esprit, le mindset. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je parle de savoir-faire et de savoir-être. Okay. Et contrairement à toi, je pense que le savoir-être, ça représente 60 à 70%. Et le savoir-faire, le reste. Okay. Pourquoi ? Parce que si on a un savoir-être, justement, et qu'on est sur une vraie relation humaine sincère, bienveillante, avec de l'empathie, sur ce sujet-là de l'immobilier, c'est ce qui fait la différence. Okay. Parce que quand on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, et qu'on s'intéresse sincèrement et réellement à l'autre, finalement, ça peut justifier ou ça peut excuser une erreur, quelque chose qui traîne un petit peu, ou une maîtrise qui n'est pas assimilée complètement. Parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les gens, et surtout à l'ère du digital, à cette ère de l'évolution, de l'immatériel, les gens distance, ont besoin... de plus en plus, du coup, ça crée une distance, en fait. On croit que ça crée de la proximité, mais c'est vrai que l'ère du digital crée une distance. On est parfois souvent seul avec son compte Insta, on scrolle. Exactement. Et puis, on est dans un monde où tout va très vite. On consomme, on change, tout va très, très, très vite. Et le fait de prendre le temps de se poser avec les gens et de s'intéresser réellement et sincèrement à eux, que ce ne soit pas juste, comme tu dis, une image sur un écran, ça fait la différence. Ça fait la différence. Hyper intéressant ce que tu dis là. Et donc ça, c'est des clés, parce qu'on va parler d'évolution, mais qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? C'est aussi des choses qui ne changent pas, et c'est ce côté connexion humain, prendre le temps. Même si... je peux comprendre, j'ai démarré il y a 7 ans mon business, et on peut avoir une sorte de pression financière et considérer vraiment les choses de notre point de vue en mode faut que je rentre la commission, faut que ça rentre. Mais quand on est dans cette disposition-là, on est moins ouvert à se connecter avec la personne, alors que si on s'intéresse sincèrement à la personne, qu'on se projette, qu'on va vraiment... s'imprégner de la situation, on a beaucoup plus de chances de prendre un élan, quoi, en fait. Et ce que tu me dis, ça fait sens. J'entends souvent quand on fait les coachings de groupe, justement, quand je leur demande, OK, c'est quoi votre proposition de valeur ? Pourquoi vous faites ce métier ? Ils me disent, parce qu'on aime l'humain. OK, tu peux me présenter tes services ? Présente-moi, c'est quoi ta proposition de valeur ? Comment tu te présentes à tes clients ? Et tous y parlent. Je fais de la communication, je fais des belles photos, je fais... OK, mais le pourquoi ? Le pourquoi profond. Parce qu'on aime l'humain, ça veut dire quoi, aimer l'humain, en fait ? Oui, j'accompagne les gens dans leur projet de vie. Mais pourquoi ? Et quand je demande, OK, donne-moi le cas, là, quand tu as été en rendez-vous hier avec ton dernier rendez-vous vendeur que tu as fait, ta découverte vendeur, c'est quoi leur projet ? Pourquoi ils sont venus vivre dans cette maison ? Pourquoi ils veulent déménager ? J'ai 9 personnes sur 10 qu'on coach qui ne sait pas me répondre. Je dis, vous êtes à côté. Vous signerez pas d'exclusivité, vous accompagnerez pas vos clients. Et c'est pour ça, quand je parle de s'intéresser sincèrement à ses clients, c'est ça. C'est savoir ce qu'il y a derrière les projets. Qu'est-ce qui fait que vous voulez vendre ? Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer de situation ? Aller chercher tout ce feedback-là et vraiment s'en imprégner, sincèrement. Et c'est un vrai travail. C'est un vrai travail pour que ça devienne naturel, parce que c'est comme dans le sport. Tu disais que j'accompagne les sportifs et j'ai fait beaucoup de sport aussi. Et c'est la répétition qui fait que ça va devenir une habitude et que finalement ça va devenir naturel. Parce qu'au début, quand on coach les élèves pour leur apprendre justement à s'intéresser, toujours je dis, mais le pourquoi ? Alors, j'ai rien inventé, c'est l'adage. Mais le pourquoi ? Mais c'est comprendre ce qu'il y a derrière le pourquoi. Et à partir du moment où on comprend ça et on ressent cette différence, c'est comme dans le sport quand on dit on est dans la zone de flow, en fait ça devient naturel et on sait qu'à chaque fois qu'on est dans une interaction, dans une relation, à la vie comme dans le travail, finalement on a ce déclic. Et là on a dit c'est là où on touche les gens dans leur cœur et là où on est fort de propositions et de conseils parce qu'on connaît la personne qu'on a en face de nous. Hyper intéressant. En effet, même si aujourd'hui on se met en contact avec les personnes
à distance, c'est un levier qui est très puissant, les réseaux sociaux, on va y revenir, pour se connecter, enfin se mettre en contact avec des personnes, c'est de toute façon le côté humain qui revient au galop quand on est physiquement en rendez-vous, puisque dans l'immobilier, ça nécessite évidemment de se rendre chez la personne, de rentrer dans son lieu qui est intime. Donc oui, c'est hyper intéressant il faut qu'il y ait de la confiance. De recentrer là-dessus et dire Bien que sûr. ça, c'est le cœur de toute façon du métier, du business. Et après, tout ce qu'il y a autour, c'est de la méthode, tout ça, mais on revient toujours à ça. Tu me demandais la différence tout à l'heure, parce que moi qui ai commencé ce métier-là en 2006, à cette époque où il n'y avait pas le digital, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça, quand on rencontrait les gens, on les rencontrait directement. Donc ça matchait ou ça matchait pas. C'était de suite. On tapait à la porte, il ouvrait, ok, il y avait un regard, ok, il y a quelque chose, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se passe. Comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais que tu fais attends, j'ai envie de te parler. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, c'est dématérialisé. Il y a beaucoup de concurrence aussi, parce qu'on a eu l'arrivée des mandataires immobiliers. Moi, à l'époque, il n'y avait pas les mandataires immobiliers. Toi, tu étais sur le modèle agence. Il y a si je m'abuse, le premier mandataire immobilier, c'est 2008, il me semble. Oui, alors aujourd'hui, je sais que 2008-2009, la naissance du réseau. C'est quasiment 20 000 mandataires, c'est croissant. Et après, il y a beaucoup de réseaux qui sont en croissance. Et on a en effet des mouvements de personnes qui sont en agence, qui vont vers des réseaux. Et ça correspond aussi avec les nouvelles habitudes des personnes qui consomment du coup un service sans forcément se déplacer dans un commerce physique. Et donc voilà, on est, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, mais de toute façon, il faut s'adapter à son monde. On est dans un monde qui va vite, qui est agile, qui bouge, et il faut être agile aussi, et il faut s'adapter à ce marché. L'agilité, ça c'est vraiment une qualité qui est indispensable aujourd'hui. Et pour à l'époque, donc du coup, tu rencontrais les gens de suite. Aujourd'hui, il y a une offre qui est multipliée, parce que le nombre d'agents immobiliers a explosé ces 15 dernières années. Du coup, il faut se dire que pour nos propriétaires, nos acquéreurs, c'est compliqué. Il faut dire, OK, ça fait peur. La moyenne, je crois, c'est 2 projets de vente dans une vie, la moyenne nationale. Donc, il faut bien se dire que c'est la plus grande décision que les gens prennent dans leur vie. Donc, finalement, c'est pas qui a les meilleurs services, c'est qui va m'éviter de prendre des risques, qui va m'éviter de faire des erreurs. Et c'est ça. Et c'est quand on comprend justement les enjeux qui sont derrière les projets qu'on peut être fort de proposition. Parce que là, on va permettre aux personnes vraiment de faire le meilleur choix dans leur projet. Et c'est ça qui est important. Ok, génial. Très intéressant. Et ça fait du bien aussi de se dire, bon, certes, il y a des évolutions, le digital, l'intelligence artificielle, mais il y a des choses qui ne changeront pas. Le côté connexion avec l'humain. On a beau avoir... aujourd'hui, bien sûr, un business, le succès d'un business se mesure à sa capacité à mettre une idée, un service sur le marché. Donc ça passe par, en effet, de la communication, parce qu'on veut être visible. Après, on peut générer beaucoup de prospects, mais si derrière, on arrive en rendez-vous et on est en mode, on n'écoute rien, on est centré sur nous, et que derrière, il n'y a aucune connexion, on fera pas de clients, on fera pas de mandat. Donc en effet, ça, c'est des choses qui ne changent pas. Et donc, bien développer, ça, c'est un tips à récupérer. Et vraiment bien développer son intelligence émotionnelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Guillaume. L'intelligence humaine. Moi, j'aime ce terme, l'intelligence humaine et l'intelligence émotionnelle. Ouais, c'est ça. C'est le plus important. Et c'est le nerf de la guerre. Alors, aujourd'hui, l'IA, c'est indispensable. Aujourd'hui, le digital, c'est indispensable. Mais c'est au service de notre intelligence humaine et émotionnelle. Et quand on comprend ça, c'est là où on sort du lot. Parce qu'il ne faut pas que ça remplace ce que nous, on fait humainement. Mais il faut que ce soit au service pour nous faire gagner en efficience, en efficacité. C'est 2 termes que j'adore aussi. L'efficacité et l'efficience, pour aller plus vite, plus loin, et pour servir encore mieux nos clients. Mais le gros caillou de notre activité, c'est l'intelligence humaine et l'intelligence émotionnelle. Quel a été le déclic qui t'a fait du coup passer certains niveaux de CA où tu as commencé à te dire ok, là j'ai un truc qui fonctionne, je vais peut-être commencer à avoir une équipe, ou alors, quel a été en fait le déclic qui t'a permis de passer un seuil de chiffre d'affaires, un palier, de casser un plafond de verre, et peut-être que quelque chose que tu as compris, que d'autres ne voient pas, qui t'ont permis d'aller chercher 1 million en transactions, et passer du coup, tu avais parlé d'une première année à 230. Quel déclic qui t'a permis de se dire, ok, maintenant je vais pouvoir passer des paliers? Donc, super question.
Donc, je suis passée du statut d'agent co à propriétaire d'une agence immobilière. C'était une création de fonds de commerce. J'ai toujours eu cette envie, de toute façon, d'avoir ma propre entreprise, de monter mon business et d'avoir des équipes. Je suis quelqu'un qui est très axé sur l'humain et sur les relations. Je ne conçois pas, moi, le business, en tout cas, en mode patron et tout seul. Pour moi, le business, en fait, ce qui fait la réussite d'un business, c'est une équipe. C'est une équipe qui porte l'entreprise, c'est pas que le patron, quoi. Et la co-construction. Je trouve que c'est génial parce que c'est une inertie. Et puis... comme je te disais tout à l'heure, la performance vient par le plaisir, j'en suis convaincue. Et quand tu arrives à créer une équipe où il y a une bonne dynamique, de la co-construction, une bonne ambiance, de l'entraide, des performances sont démultipliées. Donc rapidement, moi, comme je t'ai dit, j'ai ouvert cette agence à Cannes. Clairement, les deux premières années ont été très compliquées. Pourquoi ? Parce que quand on a un art, comme je dis toujours, alors s'il y a des clients qui voient, ils vont rigoler parce que je dis toujours ça, on est des artisans, peu importe ce qu'on fait, on a un art, ça peut être la négo, ça peut être les relations humaines, ok, mais on n'est pas formé à être gestionnaire, à être manager, à être marketeur, tout ça, on n'est pas. Il faut assumer à être tous RH, les rôles. recruteur. C'est le vrai enjeu. Et donc, et ça a vraiment été ça le déclic de me dire, ok, moi j'étais une bonne négo, par contre aujourd'hui j'ai une structure, j'ai des collaborateurs, ok, c'est un peu un brouhaha, un peu un bazar, il y a du bruit, il y a un peu du flou. Et ça a été vraiment un vrai enjeu de se dire, ok, structurer, amener les personnes à monter en compétences aussi, être fort de propositions et de soutien pour que chacune trouve sa place et sa performance au sein de l'équipe. Ça a été des grandes remises en question. Et je crois que c'est ça le fort de tout à chacun, c'est de savoir se remettre en question pour dire, ok, comment on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à la performance. Et donc, c'est pas toujours facile, bien sûr. Ouais. Donc, le déclic, ça a été de dire, je vais mettre en place une performance en équipe. Ouais. Et des process, c'est ce qui t'a permis, de la formation, des de l'accompagnement et du soutien, vraiment. Et c'est ce qui a permis justement de monter pour la transaction, puis de structurer différents services, surtout aussi, parce que le gros enjeu aussi, quand on est performeur, c'est d'apprendre à déléguer. C'est un vrai sujet. Savoir perdre le contrôle. Est-ce que déléguer, c'est perdre le contrôle ? C'est super intéressant ce que tu me dis, Guillaume. Ouais, là, c'est vrai tu m'intéresses. qu'il y a un débat. Alors, perdre le contrôle, pour moi, ça veut dire, du coup, à donner un bon process, un process gagnant, pour qu'une personne puisse s'éclater, avoir les résultats qu'elle souhaite, parce que tu lui as donné un process gagnant. Ouais. Donc, évidemment, elle participe, parce que c'est évolutif, un process. Ça évolue en même temps. Moi, je suis pour vraiment responsabiliser la personne. C'est hyper important de recruter des personnes, je pense, qui sont passionnées, qui ont déjà un élan. C'est vrai que je fais en sorte de faire venir des personnes qui ont déjà un élan sur le sujet, qui connaissent, plutôt que quelqu'un qui débute. Après, on va me dire oui, mais si je débute, il faut me donner la chance. Bon. Bien sûr. Il y a des cas où on peut donner en effet la chance. Si vraiment il y a des qualités, on revient à l'humain. S'il y a vraiment des qualités, on voit que la personne... elle a déjà tout cassé dans d'autres domaines, et on se dit que si elle a envie de s'intéresser à ce domaine, pourquoi pas, on lui donne la chance. Mais ouais, je pense que perdre le contrôle dans le sens où pas être tout le temps consulté parce que la personne a toutes les clés en main pour réussir, quoi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire justement ? C'est moi qui te pose la question. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il peut faire que lorsque tu délègues, tu ne perds pas le contrôle ? Alors... je pense que tout repose sur un process gagnant, une bonne communication aussi avec les équipes. Ouais. Et pour toi, perdre le contrôle, c'est vraiment quelque chose... je pense que dans la délégation, en tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à tous faire, c'est de ne pas perdre le contrôle. Négatif, du coup, la perte de contrôle, parce que c'est ce que je vois beaucoup chez les dirigeants que j'accompagne, qui disent non, j'arrive pas à déléguer parce que j'ai peur et je ne veux pas perdre le contrôle. Mais de déléguer, c'est pas perdre le contrôle, au contraire. De déléguer, alors il y a plutôt lâcher prise sur le fait de toujours vouloir être partout. Et puis on fait perdre confiance aux gens si on veut tout le temps dire si tu le fais pas, je le fais mieux que toi. Bien sûr, le micromanagement, c'est le pire, ça. Le micromanagement. Mais à mon sens, la délégation, c'est amener les personnes qui nous entourent à nous dépasser dans des domaines que l'on ne veut plus traiter. Et c'est là la vraie réussite. C'est dire, OK, parce qu'il y a différents types de délégations. Comme tu dis, tu peux avoir des apprentis à qui tu délègues certaines tâches et tu vas les amener à monter en compétences, tu vas les accompagner pour justement des personnes qui vont rester dans tes équipes. Et puis aussi, c'est recruter des personnes qui vont être meilleures que toi dans des sujets que tu veux ne plus traiter ou qui ne sont pas suffisamment à forte valeur ajoutée pour toi et trouver des personnes qui vont être fortes de proposition.
Et c'est là, en fait, au final, elle est où la perte de contrôle quand tu trouves les bons profils avec qui tu as des valeurs alignées qui vont t'amener justement de la performance, de l'efficacité, de l'efficience, une fois encore, et qui vont être forts de propositions. Et c'est là où les business grandissent vite quand on parle de scaling, tout ça. C'est OK, en fait, je vais trouver des personnes sur un sujet qui n'est pas ma zone de génie. OK, je vais trouver une personne qui, elle, va avoir une compétence encore plus forte que moi sur ce sujet-là et qui va m'aider, en fait, finalement, et qui va co-construire avec moi mon business pour que finalement, ce soit un effet boule de neige. Et là, elle est où la perte de contrôle finalement ? Très smart comme approche. Et c'est vrai que souvent, l'ennemi, c'est l'ego. C'est de se dire, voilà, je fais mieux que tout le monde. Du coup, je porte l'entreprise. C'est à moi de leur montrer comment faire. Et ça, je pense que c'est la posture qui nous amène rapidement à une saturation, déjà, en tant que dirigeant ou chef d'équipe. Plafond de verre. Et on ne donne pas confiance aux autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont dire, bon, bah, OK, si tu sais mieux faire que tout le monde, bah, vas-y, fais-le. Et, tu sais, je vais juste rebondir sur une chose que tu dis parce que c'est super intéressant en tout cas pour les personnes qu'on accompagne, surtout quand ils ont des équipes et qu'ils veulent faire performer. On voit souvent des parrains, des marraines, des managers qui disent ouais mais il est pas bon. Ok. Mais quand je pose la question à ces personnages, je dis ok, c'est quoi la zone de génie de ton collaborateur ? Dans quoi il est bon ? Dans quoi il performe ? Ok. Pourquoi on oblige les personnes à performer là où ils ne sont pas à leur place ? Le but d'un bon manager, d'un bon responsable, d'un bon patron, c'est de dire, OK, où est-ce que tu es bon ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Parce que tout à l'heure, je te disais, la performance vient par le plaisir. Et quand on identifie en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable, que manager, qu'on identifie où ton collaborateur prend du plaisir et qu'on amène cette personne à briller dans sa zone de génie, et c'est là où on gagne tout. Et c'est là où on a des équipes après qui sont fédérées, qui sont loyales et qui nous accompagnent sur le long terme. Hyper intéressant. Les mettre plutôt dans une énergie où ils ont un vrai intérêt pour ce domaine-là et une énergie du pool, c'est-à-dire qu'ils sont tirés par la mission, par les objectifs sur ce pôle en question, plutôt qu'être dans quelque chose où ils sont sur du push, ils se disent allez, je dois me faire violence, je dois faire ça, je dois faire ça. Hein, dans ce cas, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment hyper important et donc on revient à ces qualités d'écoute, que ce soit un client ou un collaborateur, l'écouter, avoir... son ressenti, son feedback et de façon à prendre les bonnes décisions, le placer au bon endroit. Et je rebondis encore, je fais le lien parce que tu le fais aussi sur que ce soit le collaborateur ou le client, l'équipe ou le client, c'est pareil. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est accessible. C'est-à-dire que tu scrolles, ok, tu es en poste, ok, tu scrolles, tu as accès à 15 offres, 20 offres. Le propriétaire, c'est pareil. Ok, il t'a signé un mandat, il y a quelque chose, une mécompréhension, un mauvais alignement, il va scroller, il va trouver 40 agents immobiliers. Bon, tant qu'il y a de l'écoute et de l'humain, finalement, il y a de la fidélité. Et c'est là que on peut tout entendre, en fait. On ne vend pas un service, on vend nos qualités, en fait, en tant qu'humain. On dit quoi ? On dit c'est un accompagnement. Je vous accompagne dans un projet de vie. Je vous accompagne dans un projet immobilier. Hyper intéressant. Génial. Du coup, on va poursuivre. Donc, au niveau, là, on parlait du déclic qui t'a permis de passer... Des caps de chiffre d'affaires, ça a été passer à l'échelle avec une équipe et trouver les bonnes personnes, les positionner au bon endroit avec un bon process pour qu'il y ait de la clarté sur les étapes à suivre. Donc ça, c'est des choses qu'on et puis la confiance, aide. La confiance aussi, quand on a trouvé les bonnes personnes, de leur donner de la confiance. Leur donner de la confiance. Carrément. Super important. Donc ça, c'est des choses qu'on applique au quotidien avec nos clients pour les aider à passer à l'échelle, sortir de la production. Donc c'est des sujets de tous les jours et ce sont des sujets passionnants. Et qu'est-ce que c'est plaisant aussi de bosser en équipe. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui nous écoutent, parfois, c'est sûr, quand on monte un business, on a des moments de solitude. On se retrouve face à nos problèmes. Mais il faut s'ouvrir, il faut en discuter. Nous, on est là aussi pour ça. C'est sûr. Et c'est vrai que finalement, quand on discute avec d'autres chefs d'entreprise, on a tous connu les mêmes problèmes. Ça donne de l'objectivité surtout, parce que quand on travaille en équipe et quand on partage, ça donne de l'objectivité sur les situations et sur les personnes. C'est parce qu'on a tous la tête dans le guidon, on a tous... Il n'y a pas toujours que des réussites, il y a des échecs aussi, il y a des transactions qui ne se passent pas correctement, il y a des mandats qui sont plus difficiles à vendre, et puis il y a de la fatigue.
C'est un métier qui est fatigant, hein, surtout quand on travaille seul. Oui. Il faut avoir une routine, il faut être persévérant, il faut être résilient. Oui. Et quand on est seul, c'est difficile des fois de sortir la tête de l'eau. Tandis que quand on a des gens autour de nous, une équipe qui s'est structurée, il y a une inertie, toujours pareil. Et puis il y a du soutien, il y a de l'entraide. Et puis il y a de l'objectivité, dire ok, oui, mais là tu vois que ça s'est pas bien passé, mais regarde, il y a ça qui est positif. Puis pourquoi tu n'essayerais pas de prendre cet axe-là? Il peut y avoir des passages de main aussi sur des sujets qui sont plus difficiles. Okay, ça arrive souvent, ça, quand il y a une négociation qui se passe pas bien, ou peut-être un alignement, et monsieur, madame, et avec monsieur ça match super bien, et avec madame un peu plus compliqué. Bon, allez, tiens, tu viens avec moi, on y va à deux. C'est toujours plus fort d'impact, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Magnifique. Et oui, bosser en équipe. En équipe, on va plus loin, comme on dit. Seul, on va vite, mais en équipe, on va plus loin. Exactement. Ok, et parfait. Et du coup, on va parler d'un sujet qui est aussi en lien. C'est, voilà, on a des agents qui restent des agents immobiliers ou mandataires, enfin voilà, les pros en transac, hein, les chefs d'entreprise dans la transac, qui restent parfois bloqués à certains paliers. Donc, on a parlé de l'équipe. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir d'autres problèmes? Un problème peut-être soit de compétences ou mental? Quels sont les blocages fréquents chez les personnes qui stagnent à un certain chiffre d'affaires? En gros, c'est quoi les plafonds invisibles qu'ils ne voient pas? Est-ce qu'ils sont mentaux? Est-ce que c'est de la compétence? Alors, donc bon, ça sont des choses qu'on les aide à surmonter au quotidien. Le premier, forcément, le mindset, hein, le mental, les croyances limitantes. Les croyances limitantes. Ça, c'est un gros sujet. C'est, mais je peux pas, mais non, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Ça, c'est un gros sujet. Les œillères, quoi. Bien sûr. Et puis, on est dans notre cadre de référence, hein, dans notre paradigme, c'est-à-dire qu'on a nos habitudes, on a toujours fonctionné d'une certaine façon, on a notre vécu. On est beaucoup plus marqué par nos... Ça peut être dangereux, l'habitude. Mais bien sûr. Et puis, on est beaucoup plus marqué par nos échecs. On se souvient beaucoup plus des échecs que des réussites. Et bien souvent, on est guidé par ce qui a été difficile. On n'est pas guidé par ce qui a été facile ou par ce qui a réussi. Et ça, c'est fou. C'est fou. Et on fait toujours focus là-dessus. Enfin, très souvent, en tout cas, avec beaucoup de personnes. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le temps. Le temps, il n'est pas extensible. Et on a tous 24 heures. On a tous 24 heures. Et c'est vrai que quand on est seul, par exemple, sur la transac, moi, j'ai tendance à comparer ça. C'est comme si on était constamment en Coupe du Monde. En championnat, toujours à refaire un match de championnat, alors que quand on arrive à sortir un peu de la production, on peut s'accorder de s'autoriser une pause, aller sur le banc de touche, pour ceux qui aiment le foot, ou ça peut être... voilà, et c'est vrai que c'est important, cet équilibre, de pouvoir sortir du terrain de temps en temps. Exactement. Et un peu se poser, réfléchir à travailler sur le business, le modèle. Voilà, la stratégie. Plutôt que tout le temps courir à faire une vente, puis une deuxième, puis une troisième, puis une centième. Non, et puis, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le métier de la transaction, il s'est complexifié. Oui. Encore, mon grand âge, comme je dis souvent, on signait les mandats. Tu es jeune. On a connu des signatures de compromis, de mandats et de compromis, qui faisaient un recto verso et 4 pages. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, administrativement, c'est beaucoup plus lourd. Il y a beaucoup plus de contraintes. Et du coup, les dossiers sont plus longs à traiter. Donc, le plafond de verre, effectivement, quand je disais, le temps, il n'est pas extensible. Donc, dans la transaction, même si tu fais 2-3 ventes par mois, il y a un volet administratif qui prend du temps. Et oui, s'il n'y a pas une assistante déjà. Bien sûr. Et c'est là où il est l'enjeu. C'est d'identifier justement, alors on le connaît, mais c'est d'identifier, qu'est-ce qui est le plus chronophage pour moi, qu'est-ce qui prend le plus de temps. Qu'est-ce qui n'a pas de valeur en fait. Exactement. Et que je peux déléguer. Exactement. Dans le sens où est-ce que j'ai le plus de valeur à apporter. Exactement. Exactement. Et bien sûr, donc cet arbitrage aussi, des blocages, ça peut être le fait de ne pas faire la différence entre une tâche de valeur et une tâche qui n'apporte pas forcément j'entends souvent, une moi, grande ceux valeur, qui font du chiffre et qui sont allés entre 50 et 100 000 de chiffre d'affaires en transaction, qui me disent mais ça va me coûter. Ok. Mais toi, l'heure que tu passes à traiter ton dossier, si toi, tu es sur le terrain, si toi, tu es avec un client, ou si toi, tu fais une visite, en fait, c'est quoi ton ROI là? Oui. Et c'est ça. Mais c'est aussi le problème, c'est que dans beaucoup en transaction, et ceux qui veulent grandir, ils n'ont pas de stratégie, pas de visibilité, ils n'ont pas de business model finalement. Ils voient tout ce qui est délégation ou même, moi je le vois sur le volet marketing, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais disons que on est prêt à mettre, évidemment les agents qui nous écoutent, on ne met pas ce budget-là, mais aujourd'hui on est à un niveau, parce qu'il y a une équipe commerciale qui traite les prospects, mais on met 15 à 20 000 par mois
pour faire entre 150 et 200 000. Donc, si on voyait la pub comme un coût, on mettrait même pas 1 euro. On serait pas là en train de parler tous les deux. Voilà, on mettrait même pas 1 euro et on n'aurait pas la possibilité d'avoir beaucoup d'attention qui nous amène du coup des prospects, qui nous amène générateurs de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'il faut sortir de cette idée de se dire quand je délègue à quelqu'un, ça va me coûter. Si je délègue à une femme de ménage, ça va me coûter. Je veux dire, à partir du moment où il faut savoir arbitrer et se dire, je délègue par exemple 1 heure de ménage et je vais passer donc à 15 ou 20 euros de l'heure, 15 euros de l'heure pour aller plutôt passer 1 heure avec mon client qui va me confier un mandat qui va m'en rapporter 15 000. C'est pas une dépense. C'est ça l'arbitrage. C'est pas une dépense, c'est donc un investissement. J'ai gagné 15 000 moins 15 euros. Exactement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Et oui. C'est ça qu'il faut voir. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que dans ce métier-là particulièrement, on a un état d'esprit de se dire je bosse à la commission, je veux aucun coût et je veux du coup que générer de la commission. Et par exemple, mon réseau s'occupe du reste ou mon agence s'occupe du reste, mais non. Exactement. Et tu sais, Guillaume, je te coupe, mais... souvent, moi, quand j'entends ça, les collaborateurs, enfin, en tout cas, les négos ou les agents qui veulent performer, je dis, OK, mais là, t'es tout seul, OK, tu peux pas investir. Si demain, tu te casses la jambe et que tu peux pas travailler pendant 3 mois, il se passe quoi ? Oui. Zéro. Et, oui. Et c'est pour ça qu'il y en a autant qui font 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui s'arrêtent parce qu'il y a un jour, il y a un coup dur. Et finalement, parce qu'on sait que le cycle de vente, il est long dans l'immobilier. C'est pas, tu sors, tu vas rentrer un mandat, le lendemain, tu le mets en ligne, le lendemain, tu as l'acquéreur et le lendemain, tu signes le compromis. C'est ça pas peut ça. Mettre 3-4 les mois, délais de vente aujourd'hui. C'est 3-4 mois minimum avant que la commission elle rentre. 3-4 mois, on est plus sur du 6 mois aujourd'hui. C'est une moyenne. La moyenne, on est plus sur 6 mois. Donc le cycle de vente est long, le temps d'encaisser, c'est long. Bon, quand il y a un coup dur, finalement, si on n'a pas de la trésor derrière pour tenir des capitaux, il faut retourner au salariat. Combien tu en rends compte qui disent si je ne signe pas dans 3 mois, je retourne au salariat. C'est ça. Tandis que si tu structures, que tu délègues et que tu as une équipe autour de toi, finalement, le flux continue. Il y a une inertie. Tu peux être absent, tu peux partir en vacances. Quand il y en a qui me disent je ne pars pas en vacances. Ça fait 3 ans que je ne suis pas parti en vacances. Et c'est important, je pense, pour être aligné, d'équilibrer les domaines de sa vie. On ne peut pas mettre que les efforts. Donc, il y a des grands domaines dans la vie. Ça peut être la famille, le voyage, la formation. Il y a aussi la santé, l'amour. Enfin, il n'y a pas que le travail. Et c'est vrai que la roue de la vie. C'est vrai que si on met que les efforts sur le travail, au bout d'un moment, on n'est plus aligné, on est usé. Donc, c'est vrai que... c'est qu'il faut être en écologie avec soi-même. Oui. Ouais. Et c'est super important. Et beaucoup d'agents, et c'est très curieux que dans ce secteur d'activité-là, n'ont pas cette vision, en fait. Oui. Tous se disent, OK, ça repose sur moi et ça me va comme ça. Ah oui, moi, je vois, c'est vrai, avec les clients qu'on accompagne, on a de tout. On a à la fois du débutant qui se dit... ou même quelqu'un qui a 10, 15 ans d'immobilier et qui a toujours fait les choses seul. Et tout comme on a des personnes qui ont... on accompagne des personnes, là, je pense à certains que j'accompagne qui ont 70 mandataires, qui sont têtes de réseau, qui ont 70 mandataires. Je pense aussi à des performeurs qui font partie de certains réseaux qui ont 100 personnes. Ça leur ramène 20 000 euros en récurrent chaque mois. Les ventes que font les 100 personnes de leur équipe. Donc, c'est des gens qu'on accompagne. C'est des gens qui structurent leur business. Voilà, et qui structurent. Et qui pensent chef d'entreprise, stratège, pilotage. Exactement, c'est ça. Donc, pour vous qui nous écoutez, vraiment, ouvrez les œillères, il faut les enlever et se dire que, pour aller plus loin, ceux qui peuvent prendre le temps de passer du temps avec leur famille, d'équilibrer leur vie, en fait, de penser à leur santé, de faire tout ça, ce sont des gens qui structurent un vrai business et qui, évidemment, il faut connaître une phase d'opérationnel où on fait tout, bien sûr, un peu tous les rôles. Et c'est pour moi la phase la plus difficile dans le business parce qu'on doit assumer tous les rôles. Et après, quand on commence à structurer un pôle, qu'on met quelqu'un dessus, qui est bien placé, qui comprend bien ce qu'il doit faire, au fur et à mesure, je trouve qu'on s'enlève du poids. On respire. On s'enlève du poids sur les épaules et on commence à respirer, comme tu dis. Exactement. Donc c'est vrai que c'est pas plus de charge, c'est se décharger au fur et à mesure. Ouais. C'est ça. Et une fois encore, tous ces agents qui font entre 20 et 50 000 de chiffre d'affaires à l'année, finalement, eux-mêmes, déjà, la première chose et le premier travail que je fais avec eux, c'est dire, OK, c'est quoi ta zone de génie à toi ? Dans quoi tu es bon ? Qu'est-ce que tu aimes réellement faire ?
Parce que c'est pas vrai, on n'aime pas tous faire. On n'aime pas tous faire on n'aime pas tout faire. On n'aime pas tous c'est faire pas possible. du digital, oui. on n'aime pas tous tout faire... comme on n'aime pas tout... on connaît pas tous l'IA. On n'aime pas tous les plats. Il y a des plats qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Exactement. Donc c'est pareil dans le business, il y a des choses qu'on aime faire, d'autres qu'on n'aime pas faire. Et c'est ça, c'est qu'il faut se dire aussi que quand on structure et qu'on commence à déléguer, on va pouvoir se concentrer là où on est vraiment bon et là où on prend du plaisir nous aussi. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Bah écoute, je rebondis directement en lien là, par rapport à ce que tu dis là. C'est à quel moment, selon toi, s'il faut aller chercher le chemin le plus court, à quel moment un agent doit arrêter de produire, quoi. Une personne doit arrêter d'être dans la production et commencer à structurer, quoi. Et pourquoi en fait rester producteur ? Bah oui, c'est une limite, donc on l'a compris parce qu'on peut saturer. Mais oui, à quel moment, du coup, au niveau du timing, à quel moment c'est selon toi, si on se ressent vraiment sur un process optimal, à quel moment on doit sortir ? Je peux peut-être t'apporter, j'ai une certaine vision par rapport à ça, après tu peux... Parce que, alors, moi, ce que j'en pense, c'est que alors, arrêter de produire, c'est pas une obligation. Bien sûr. sais que c'est très... Ah, si ça nous plaît. On communique beaucoup dessus, sortir de la production, sortir de l'opérationnel. Mais l'immobilier, ça reste un métier de passion. Quand on est bon dans ce métier, généralement, c'est qu'on est passionné. Je connais pas un performeur en immobilier qui n'est pas passionné par ce qu'il fait. Donc, il y a celui qui est vraiment passionné, puis il y a celui qui veut juste monter un business et gagner de l'argent. Donc, celui qui veut monter le business et gagner de l'argent juste à travers ça, il va trouver des passionnés. Donc, lui, de suite, ça va être un stratège, ça va être un pilote. Il va investir pour trouver les bonnes personnes et donner les outils. Mais il y a le passionné. Et je pense que les personnes à qui on s'adresse, c'est des passionnés, pour la plupart. Et la première étape, c'est de dire, je fais ma première vente, ma deuxième vente, ma troisième vente. Et dès qu'on est dans une dynamique, et déjà, nous, on arrive à performer, et on sait là où on est bon, de suite, on peut commencer à structurer. De suite, on peut commencer à déléguer. De suite, on peut commencer à s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et qui ont envie de faire la même qualité de travail que nous. Et je pense qu'il n'y a pas de timing exact, parce qu'à partir du moment où c'est une volonté de se dire, moi, je veux m'entourer de personnes pour performer et puis pour apporter quelque chose de valeur à mes clients, c'est toujours pareil, on en revient à l'humain, ça peut jouer, en fait. Ça peut jouer. Hyper intéressant. Et c'est vrai qu'il peut y avoir deux approches. Donc, du point de vue performance, stratège, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que je me lance sur un sujet, et par exemple, je vais monter les scripts sales, donc les scripts de vente, je vais faire une vente, 2 ventes, 3 ventes. Dès que j'ai 3 succès, je passe à l'échelle, je mets quelqu'un. Donc ça, c'est l'approche du performeur. J'attends pas de faire 60 ventes. J'en fais 3, j'ai un modèle de preuve, je commence à mettre des sales, et après, eux, ils vont encore améliorer ce script. Donc ça, c'est l'approche performeur tu vois, de stratège. Ce que tu dis, Guillaume, c'est super intéressant parce que tu mets en place tes scripts, tu mets tes ads, tu as tes leads, ça marche. À partir du moment où tu as un modèle qui est validé, qui fonctionne 3 fois, finalement, mais avant de faire ça, avant de faire ça, j'ai fait des centaines de ventes. Mais aujourd'hui, si c'est à refaire, parce que j'aime ce positionnement-là de, entre guillemets, chef d'orchestre, c'est-à-dire que mon but, c'est vraiment de positionner chaque personne avec son instrument, qu'il ait sa partition et qui s'éclate. Donc c'est vraiment le positionnement que j'aime. Après, comme tu dis, il faut se positionner là où on est à l'aise, où on se sent, on a envie d'être bien, on se sent à l'aise et utile, et où on a la passion de faire le sujet. Mais maintenant, comme tu dis, le passionné, je reprends l'exemple de notre client Eric, là, qui a une centaine de personnes. Il a 20 000 euros de revenus récurrents. Il pourrait se dire, j'ai pas besoin d'être à la production. Mais il le fait quand même. Sauf qu'il se paye le luxe de sélectionner, du coup, les clients avec qui il travaille. Et il travaille que avec ceux sur le volet humain avec qui il a une bonne connexion, une bonne entente. Et il continue de le faire parce qu'il aime ça. Donc, en effet, comme tu dis, le passionné... Et tu sais, regarde dans de la structuration, moi je peux être une bonne productrice, moi j'aime le marché haut de gamme, quelqu'un qui aime le marché, les villages, les centres urbains, les choses comme ça, on peut aussi, tu vois, on parle de zone de génie, mais elle est où ta connaissance et ta valeur ajoutée du marché ? Donc on ne va pas envoyer quelqu'un qui est habitué à vendre des corps de ferme dans des zones rurales, à aller vendre une maison de village s'il ne connaît pas en fait, ce marché-là, parce que c'est notre approche, c'est notre clientèle. Et c'est là aussi où on peut choisir comment structurer ses équipes en fonction de l'appétence de chacun sur le marché. Très intéressant. J'espère qu'en tout cas, ça vous aide à avoir une meilleure vision de... je suis à la production, mais ce n'est pas une fatalité non plus. Je peux, si je suis passionné par ça, le faire tout en développant une équipe. Et j'ai pas obligation d'arrêter, c'est pas noir ou blanc. Voilà, donc c'est vraiment en fonction du feeling, de ce qui vous anime. Donc yes,
Carrément. Et puis j'aimerais revenir sur ta partie. Je fais une première vente, je mets en place mes scripts, mes VSL, j'ai des leads qui tombent, mais j'arrive à qualifier ces leads en rendez-vous et j'arrive à qualifier ces rendez-vous en mandat. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand cette machine-là est en route et qu'elle fonctionne, on est dans un cockpit d'avion et on a des boutons devant nous. Oui. C'est ce que je dis tout souvent aux élèves qu'on accompagne. Une fois que ça fonctionne, finalement, on sait que la machine, on peut l'arrêter, la mettre en route ou la multiplier. Oui. Ok, je sais que moi, tous les mois, j'arrive à avoir 20 leads, 30 leads. Sur ces 30 leads, j'en transforme, 30%, 40% en rendez-vous ou 50% en rendez-vous. Et sur ces 50% de rendez-vous, je transforme 30% ou 40% de mandat. Ok, je fais ma première vente, ma deuxième vente, j'ai mon ROI. Ok, je prends une partie de ce que j'ai investi pour moi et je l'investis pour un de mes collaborateurs et je le fournis en leads aussi. C'est ça. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est pour ça aussi que on est là pour donner ces conseils. C'est qu'aujourd'hui, avec les bonnes clés, il y en a bien qui le font, nous. Après, il y en a bien qui ont des business à 20 millions. Moi, je suis plus sur un niveau à 2 millions de CA. Toi, tu arrives à structurer des business à 1 million et plus. Tu accompagnes des personnes qui font même plus, 5, 10, etc. Et en fait, c'est possible. Il faut juste les bonnes méthodes. Et aujourd'hui, on peut avoir une acquisition client qui est maîtrisée. On peut avoir un process de vente qui est maîtrisé. Et on peut avoir une organisation avec des process pour délivrer le service, quelque chose qui est maîtrisé. Et il faut se rendre compte que, comme quand on achète... moi, j'aime bien reprendre cette image. La dernière fois, je me suis éclaté. Je me suis acheté une Formule 1 Lego. Et donc, c'est un truc, il y a 600 pièces. Mais il y a un guide où on prend page par page et on arrive à monter une Formule 1, quoi. C'est quand même incroyable. Et imaginez-vous, sans mode d'emploi, c'est impossible. Et en fait, c'est ça, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir pour chaque pôle du business. Moi, j'aime bien le décomposer en 3 pôles. Il y a la partie acquisition, sales et délivrabilité. Et pour chaque, il y a des process. Avoir un livre de recettes. Voilà, un livre de recettes, un livre, le catalogue de comment monter la Formule 1 en Lego avec 600 pièces. Donc, et encore, ça, c'est quelque chose de complexe. On a quand même des process qui sont beaucoup plus simples que ça. Mais voilà, là, je trouve que ça image bien la structuration. C'est de se dire, j'ai un tas de Lego avec 600 pièces, comment je monte une F1 sans process, c'est impossible. Bien sûr. Donc, c'est intéressant, c'est que justement, quand on parle à un agent immobilier qui est solo, qui a l'habitude d'être solo et qui fait du chiffre, pour lui, c'est une montagne. Se dire, oui, mais si demain je dois déléguer, je délègue comment, je délègue quoi? Et c'est là où c'est super intéressant, c'est de lui donner cette roadmap, se dire, ok, voilà la recette. Voilà, donc, ok, comment tu fais les choses? Et c'est là où on va pouvoir s'entourer de gens qui nous ressemblent, c'est que déjà, on va faire émerger chez la personne qu'on va accompagner, l'agent immobilier qui est solo, on va dire, ok, comment toi tu fonctionnes? On va identifier son fonctionnement et on va processiser son fonctionnement pour qu'on puisse déléguer ce qu'il fait à la personne qui va venir prendre en main ce process-là. Et du coup, c'est là où on va maintenir le niveau de qualité aussi de ce qui va être délivré à ses clients. Et parce que c'est ça qui fait peur souvent quand on est seul et qu'on veut commencer à déléguer et à se structurer, on dit oui, mais je vais perdre de la qualité. Tout à l'heure, tu disais oui, je vais perdre le contrôle. Et c'est là. Mais en fait, le contrôle, on ne le perd pas parce qu'à partir du moment où on a conscience de ce qu'on fait, de comment on le fait, qu'on le met dans ce fameux guide, dans ce fameux livre de recettes, finalement, ça va être transmissible. Et on va garantir un niveau de délivrabilité et de qualité qui va être à l'égal. Identique. On va avoir un référentiel, finalement. Nous ne sommes pas indispensables. Nous avons une façon de faire, mais qui peut être formalisée et transmise. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va onboarder quelqu'un, quand on va recruter quelqu'un pour prendre en charge un service, un domaine, une tâche. Finalement, on va lui donner, nous, notre référentiel de comment moi je fais les choses. Mais finalement, cette personne, avec son aspect à elle, sa connaissance, son prisme à elle, elle va pouvoir apporter en plus sur ce sujet-là, elle va donner de l'apport. Et c'est là où c'est constructif. On va chercher un feedback, des choses auxquelles on n'est pas pensé. Bien à sûr. 2 cerveaux, à 10 cerveaux, on est toujours plus performant. Facile. Moi, ce que je dis aux clients quand j'arrive sur leur business, peu importe l'activité, que ce soit de l'immobilier ou autre chose, et peu importe le chiffre d'affaires, moi, j'ai le bon rôle. J'arrive et puis je vois ce qui existe déjà. C'est toujours plus facile de travailler sur de l'existant. Et tu sais exactement où intervenir. C'est beaucoup plus facile de travailler à partir de quelque chose qui existe que de créer. Parce que quand on crée quelque chose, et toi tu dois le savoir, quand tu as créé ton business, il y a un moment, on a un plafond de verre, on n'a plus l'objectivité. Parce que c'est de la routine, c'est de l'habitude. Et c'est pour ça que je m'entoure, je paye des gens qui interviennent dans mon business, qui parlent même à mes équipes, qui identifient les points... qui peuvent être améliorés. Prendre de la hauteur, te challenger et de te remettre en question, finalement. Dire, c'est cool, ça marche bien, tu fais du chiffre. Ok, mais regarde, est-ce que tu as vu là? Qu'est-ce que tu pourrais mieux faire sur ce point-là? Ah oui, j'avais pas vu. Parce qu'on a plein d'angles morts, en fait, quand on est dans des habitudes, dans des routines. Et même quand on est un performeur, j'imagine que tu le sais, parce que les gars qui font 300, 350 000 de chiffres à l'année,
c'est quoi les retours qu'ils te disent le plus souvent? C'est je suis fatigué, je cours partout, C'est ça. je suis épuisé. Ils veulent sortir c'est ça, un peu de l'aspect où ils courent, quoi. Ils veulent un peu ralentir et maintenir un niveau de chiffres et passer, passer des paliers. Les premières choses qu'on fait avec ce type de profil, c'est dire ok, stop, on s'arrête, on respire, on analyse. Ok, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu fais? Comment sont organisées tes journées? Comment sont organisées tes semaines? Comment sont organisés tes mois? C'est quoi ton pilotage? Comment tu pilotes ton activité? Voilà. Et déjà, rien que d'avoir cette réflexion-là, déjà, il y a une prise de conscience. Et à partir de là, on peut structurer. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas forcément et je tiens à en parler. C'est qu'aujourd'hui, je paye des personnes qui ont le même business model que moi, qui interviennent dans mon business. J'ai par exemple c'est un ami aussi, j'aime travailler avec lui, mais je pense par exemple à Baptiste. Baptiste, c'est quelqu'un que je paye 2005 par mois et je le consulte pour certaines décisions. Dès que j'ai besoin, je l'appelle. Parfois, il y a des mois, je le sollicite 2 heures. Il y a d'autres mois, je le sollicite 10 heures. Ça dépend, mais je sais qu'il est là. Et il m'aide à prendre les bonnes décisions et à me donner du recul. Je reste maître dans la décision, mais au moins, j'ai un avis de quelqu'un qui a aussi un business, qui a déjà un élan, qui fait sensiblement le même chiffre d'affaires, voire... un peu plus, mais je le rattrape. Mais voilà. Je sens ton orgueil qui parle, Guillaume. Non, mais c'est bonne guerre, c'est bonne guerre. C'est comme... Non, mais c'est positif, c'est ça, positif, exactement. C'est une compétition positive. C'est comme si on est sur le terrain de tennis, c'est bonne guerre, on essaie de gagner le match. Une structure qui n'est pas en croissance, c'est une structure qui est vouée à mourir. Et je paye par exemple donc, des personnes qui ont le même business model, et je paye aussi des personnes qui sont complètement extérieures. J'ai un coach qui est coach mindset, body set, earth set, soul set. Bon, c'est vraiment alignement. C'est pour faire aussi les choses avec les tripes, pas que le côté analytique. Donc ça, c'est des choses il m'apprend aussi à mieux me connaître pour du coup mieux communiquer avec aussi... être dans le respect de tes émotions. Voilà, c'est ça. Mieux communiquer avec moi-même, mieux communiquer avec les autres. Et lui, il va m'aider aussi sur le côté performance, mais avec un regard complètement différent. Donc en fait, il faut... Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, se rendre compte que les personnes, moi, que je côtoie, qui ont vraiment des niveaux de business... assez important, ça peut être même des personnes qui font 1 million par mois et plus, c'est des personnes qui investissent beaucoup pour développer la technique du business, mais aussi en eux, pour mieux se connaître. Donc vraiment le côté mindset, on parlait d'alignement là, on pourra refaire des podcasts sur ces sujets qui sont hyper passionnants, mais voilà, ce sont des personnes qui investissent en eux, et si on n'est pas prêt à investir en nous, qui va le faire? Est-ce que le client va le faire? Est-ce que le collaborateur qui est dans l'équipe va le faire? Est-ce qu'il va miser sur nous si nous-mêmes, on n'est pas prêt à un moment à avoir cet élan de se dire je mise sur moi, j'investis en moi, quoi. Et j'ai toujours récupéré... Je ne suis pas là pour dire, voilà, évidemment, nous, on fait des accompagnements, mais je ne le dis même pas pour essayer de dire, OK, payer notre accompagnement. Ça, je veux juste dire la réalité derrière ça et de dire que, voilà, je ne vais pas que payer un voyage, une paire de pompes de marque. Parce que la plupart, finalement, un iPhone, c'est important aujourd'hui parce qu'on fait du contenu vidéo. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Mais je veux dire, des fringues de marque ou des... Mais prenez du Zara et investissez sur un moment sur vous. Bien sûr. Et après, vous pourrez vous payer un fringue de luxe. On peut faire un parallèle avec le sport. Est-ce que tu connais un sportif qui réussit, qui a des résultats, qui est seul? Eh oui. Tous les sportifs, ils ont le psy, ils ont le préparateur mental, ils ont le préparateur physique, ils ont le préparateur technique. Oui. Et c'est le meilleur exemple. Oui. C'est quand on parle de performance, finalement, on parle de staff. On parle de staff pour nous aider dans chacun des domaines qui concernent notre performance pour être le meilleur. Et notre métier, surtout ce métier-là en immobilier, de la transaction, on est obligé. Parce que il y a des cycles. Et il faut se remettre en question. C'est ça. Et on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est aussi notre rôle, c'est que voilà, dans l'équipe, il y a des personnes spécialisées comme toi sur la partie structuration d'activité, performance commerciale. Il y a des personnes comme moi, j'accompagne aussi, je fais évidemment les coachings, les accompagnements dans nos programmes, donc je suis sur la partie aussi structuration d'activité, mais vraiment spécialisé acquisition en ligne, marketing, les vidéos, tout ce qui est vidéo ads pour attirer les clients. Aussi, personal branding aussi. L'organique, le personal branding, ça, j'ai un compte Insta qui m'a permis d'avoir plus de 500 clients. Donc, c'est vraiment des choses... j'ai déjà eu l'élan, j'ai déjà touché du doigt. Et derrière, donc, il y a une équipe de spécialistes. Il y a aussi...
je pense les spécialistes en IA dans notre équipe. Donc vraiment, vous avez plus en fait la charge mentale de dire il faut que je maîtrise tous les sujets. Non, vous avez déjà des personnes qui maîtrisent les sujets qui nous intéressent, le marketing, l'IA, la partie structuration d'activité, les process, tout est déjà tracé. Et vous avez plus qu'à vous concentrer du coup sur l'exécution. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a déjà assez à faire sur le côté gestion de vos clients, la partie transaction. Si en plus vous devez être l'expert IA, l'expert... Enfin, c'est pas possible. Même moi, j'ai pu... tous autant qu'on est. Voilà, c'est ça. Pour avoir ces niveaux de chiffre d'affaires, après... De passer les 200, 300 par mois, 300 000, c'est obligé d'avoir une équipe, c'est impossible, à moins qu'il y ait quelques exceptions, peut-être dans les traders d'expérience qui gèrent des grosses sommes, ils font peut-être, voilà, mais c'est autre chose. Quand on veut vraiment structurer un business, passer des paliers, c'est en équipe, il n'y a pas de secret. Il y a un sujet de priorisation aussi. C'est que quand on veut se développer, on ne sait pas par quoi commencer, on sait pas. Tu parlais tout à l'heure de ton Lego, et c'est un super exemple. Les Lego, si tu ne suis pas le bon sens, tu n'arrives pas au... Tu ne peux pas assembler 600 pièces pour faire une C'est vraiment Formule 1, ça que tu as construit et qu'on a construit là sur... C'est que, ok, c'est étape par étape. Et c'est surtout de l'implémentation aussi, parce que c'est bien beau aussi d'avoir le livre, mais si c'est vraiment un très bon exemple, ce Lego, c'est que si tu prends ton manuel et que tu lis tout le manuel, et que tu poses le manuel et que tu montes ton Lego, est-ce que tu vas y arriver ? Impossible. Non, c'est que tu as le manuel et c'est, ok, page 1, je fais. Page 2, je fais. Et c'est vraiment ça que tu arrives à faire, justement, et qu'on arrive à faire, c'est que c'est étape par étape, c'est ok, il y a la partie Votre théorique, business, c'est un Lego. Mais l'implémentation et le suivi de l'implémentation. Exactement. Votre business, c'est un Lego et on assemble les pièces, pièce par pièce. Super intéressant. Du coup, on va parler également digital. Hein, ça, c'est aujourd'hui quand même un sujet central. Aujourd'hui, on voit des agents scalés avec l'acquisition, les réseaux sociaux, l'IA. Est-ce que, du coup, tu penses que les agents immobiliers qui nous écoutent, ils sous-estiment ce côté digital Tu veux une réponse franche ? Et l'IA, par exemple. Tu veux une réponse franche ? Je pense qu'il y a certains de nos élèves, s'ils voient ce que je vais dire, ils vont se reconnaître. Il faut se mettre à la page. Hein. C'est... Il faut se mettre à la page. Hein. Alors, c'est bien, après, c'est pas forcément... il faut attention, c'est pas de leur faute, c'est aussi les formateurs. On a quand même des anciens qui forment, qui sont sur un modèle vraiment traditionnel du métier. Mais c'est vrai que on voit quand même des choses qui sont assez folles en termes notamment de prospection. Vraiment, dans le secteur de l'immobilier, je trouve que beaucoup sont vraiment en retard. Il y a un peu de résistance. Il y a de la résistance au changement. Et il y a une certaine résistance. On voit le gap. Hein, dès qu'on implémente après l'IA et que ça devient dans le quotidien, mais pour plein de choses. Hein, ça va du traitement des mails jusqu'à, bien sûr, l'optimisation des annonces. Enfin, il y a des sujets qui sont très, 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 très larges. L'analyse des appels, l'analyse des rendez-vous. Oui. On en parlait la dernière fois, ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Typiquement, si on reste sur l'exemple de structurer une équipe, aujourd'hui, on peut utiliser des applications comme Loom pour s'enregistrer. À partir de ça, on a le transcript de la vidéo, on prend le transcript, on le met dans l'IA, on a un process en plus, on documente un process, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, on a délégué quelque chose, quoi. Exactement. Et ça, il faut vraiment être conscient que ça se fait rapidement. Ça se fait pas avec des heures d'entretien physique, à répéter 10 fois la même chose. À réfléchir comment je fais, comment... Non, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on intervient et on aide les personnes à se dire, déléguer, c'est... voilà, tu fais un Loom, tu t'enregistres, tu as le transcript, tu documentes quelque chose et ça y est, c'est délégué. Bien sûr. Voilà. Mais tu sais, tu fais une vidéo, les agents que j'accompagne et qui ont leurs premiers collaborateurs disent oui, mais comment je peux savoir si c'est bon, les rendez-vous ils sont bien faits. Ok, aujourd'hui on a des enregistreurs. Hein. Avec le téléphone, tu t'enregistres, il y a des uploads, tu enregistres. Ok, ton collaborateur il rentre de rendez-vous. Ok, viens, alors avec beaucoup de bienveillance, viens, on débriefe sur le rendez-vous ensemble. Ok, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer ? C'est pas dire je fais le flic, je veux contrôler. Non, c'est ok, je t'aide à monter en performance. Ouais. Et c'est là, quand on veut structurer son équipe, c'est qu'on doit être fort de propositions pour faire monter en performance ces équipes. Et donc, ça passe par analyser, travailler comme dans le sport. Le sport, c'est la répétition. C'est ok, on s'étudie. C'est toujours ce que je dis, mais putain, un match de foot, tu faisais l'exemple du foot. Avant de faire le match, ils font quoi, les gars ? Ils visionnent l'équipe, ce qu'elle fait. Ok, ils font leur match, et après le match, ils font quoi ? Ils vont visionner le match pour voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils peuvent améliorer, comment... Parce que c'est comme ça qu'on progresse. La vidéo enregistrée, ne pas répéter 10 fois les choses, 100 fois.
une vidéo, c'est bon. Il peut y avoir 100 collaborateurs qui voient le truc et c'est une fois, quoi. Donc ça, c'est vrai que moi, quand je vois les moyens qu'on a aujourd'hui, on a des smartphones, on a l'ordinateur avec une bonne caméra de qualité, on peut enregistrer son écran. On a du coup cette possibilité, comme je le disais, là, de récupérer le transcript de la vidéo, donc tout ce qui a été dit, faire un compte-rendu structuré avec l'IA, et ça fait gagner en termes d'énergie, mais ça fait gagner une énergie folle et un temps fou. C'est ça. L'efficience. Et donc aujourd'hui, utiliser la vidéo, utiliser l'IA comme ça, et c'est vrai que c'est vraiment notre mission aussi, c'est de vous donner les clés, les choses qui font qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait différencier un business qui vraiment explose et croît, avec vraiment des croissances très poussées, des business qui mettent la clé sous la porte, c'est ce qui fait la différence. Les business qui ne s'axent pas sur le digital et l'IA, ça perdurera. C'est voué à s'arrêter. En mode artisanal. Le gap, c'est comme le TGV. Il faut passer en mode production massive et il y a des... Et c'est pas si compliqué, en fait. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur en intelligence artificielle. Exactement. Il n'y a pas besoin d'être expert en marketing digital comme toi. C'est juste avoir les bonnes bases, les bonnes pratiques, et puis pratiquer. Les bons outils, les bons conseils. C'est ça, exactement. C'est un peu l'image du TGV. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est qu'à deux business traditionnels similaires, il faut se dire qu'en fait, on est en gare, et puis il y en a un qui est sur le quai, puis l'autre, il y a le TGV, puis le TGV, ok, il peut être un peu long à se mettre en route, mais le TGV, une fois qu'il est parti, on l'arrête. C'est ça. C'est un travail ponctuel pour que derrière, ça envoie, quoi. Ça envoie. Super intéressant. Du coup, sur la partie, on va pouvoir terminer là-dessus. Est-ce que... du coup, voilà, le métier, toi, comment tu vois l'agent immobilier dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, je peux déjà donner quelques feedbacks par rapport à ma journée. Aujourd'hui, et c'est ce que doit, selon moi, faire l'agent immobilier. J'ai sorti mon petit trépied, j'ai sorti mon smartphone, mon micro-cravate, et je me suis adressé à mon client idéal. Je me suis adressé à mon client idéal en l'imaginant face à face. Et après, ça part au montage. Ça part avec quelques dizaines, centaines d'euros dans la journée en pub. Et en fait, je m'adresse... j'ai l'attention. Et là où il y a l'attention, les clients affluent. Et en parallèle, donc il y a peut-être 1000, 2000, 10 000 personnes qui m'ont vu aujourd'hui. Donc c'est comme si j'avais eu 1000 conversations. Et à côté de ça, il y a la personne qui le fait en mode artisanal, qui va avoir une personne... avec son énergie. Qui va aller taper aux portes. Voilà, taper aux portes. Une deuxième personne. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait un discours et j'ai tapé à 10 000 portes. Ouais. Donc, en fait, j'ai un avantage concurrentiel en faisant ça qui est certain. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir cet avantage. Bien sûr. Et il faut s'en servir. Voilà, donc, c'est vraiment le message que j'avais à dire par rapport à ça. Et derrière, toi, quelle est ta vision sur le futur agent qu'est-ce qui va changer dans 5 ans, dans 10 ans même si aujourd'hui, il y en a qui agissent avec des méthodes qui sont plus en phase avec les outils technologiques, avec les habitudes des clients. Donc, on est là justement pour que vous puissiez voir le business avec les mêmes lunettes que nous, que vous puissiez voir les opportunités avec les mêmes lunettes que nous. C'est pour ça qu'on fait cette chaîne et ce contenu. Ouais. Mais dans le futur, toi, comment... dans 5-10 ans, moi, je pense que l'agent immobilier solo, il aura beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, forcément, tu l'as dit, regarde-toi une vidéo, tu vas t'adresser à 5-10 000 personnes. Mais clairement, tout le monde va y venir à faire ça. Oui. Et le digital va devenir saturé. Et j'en suis convaincu. Bien sûr. Donc, pour perdurer, il va falloir forcément se structurer, monter des équipes, parce que tu imagines que sous une marque, une enseigne ou un groupe de personnes, si c'est 5 000 personnes par jour à 5 plutôt que toi tout seul, tu imagines le poids. Si vraiment ces 5 personnes véhiculent les mêmes valeurs, les mêmes services et s'adressent aux mêmes typologies de personnes, parce que c'est ça qui est important, c'est OK, ce que toi tu es, tes cibles, tes avatars, les personnes avec qui tu as de l'appétence à travailler, ce sera peut-être pas les mêmes que moi. Et forcément, moi, mon message va résonner avec certains types de clients. Toi, ton message va résonner à certains types de clients. Mais forcément, la loi du nombre va toujours être plus forte. C'est mathématique. C'est mathématique. Mais bien sûr. Si j'ai 10 000 conversations et que l'autre on a 5 ou 10 dans la journée, les algorithmes j'ai forcément beaucoup plus
de clients, c'est mathématique. Exactement. La pertinence des messages aussi, la pertinence de ce qu'on fait, la valeur ajoutée. On en parlait tout à l'heure tous les deux. OK, qu'est-ce que je donne en fait à mes clients? Parce que c'est bien beau, on vend. Parce que la dernière fois, le dernier coaching de groupe que j'ai fait, c'est je dis OK, oui, je veux vendre mon mandat exclusif, je veux vendre mes services. OK, mais qu'est-ce que tu donnes en fait? Qu'est-ce que tu offres aux personnes qui t'écoutent, que tu vas accompagner? Et de ça, les personnes qui vont s'ancrer dans OK, je t'éduque, je te donne, je t'accompagne vraiment, et puis je te donne de la matière à pas faire d'erreur. Ça, ces gens-là, être orienté ROI, ça c'est vraiment quelque chose qu'on applique dans notre business, et c'est vraiment une clé importante, c'est être orienté ROI, quoi, donc résultat ça, et l'authenticité. Voilà. Parce que le digital, on est derrière des écrans, on ne sait jamais. Souvent, les clients ils disent ouais, mais en fait, c'est quoi? Oui, ils sont beaux là derrière l'écran, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? D'être authentique, voilà, être sincère et authentique. Donc, OK, mettre en place les bons outils, la loi du nombre, et puis la qualité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Ça va être important. C'est ça qui va faire les agents immobiliers forts de demain, à mon sens. Très intéressant. Et je rebondis là-dessus. C'est vrai que on a aujourd'hui très peu, je dirais, peut-être 5% des agents immobiliers exploitent correctement le levier de prospection en ligne, la vidéo avec des bons scripts, tout ça. Et encore. Et encore. Je pense qu'on est large. Mais peut-être que oui, dans 5 ans, il y aura peut-être 50%. Mais c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Mais il y aura toujours ceux qui sont partis avant ceux qui commencent maintenant, après. Exactement. C'est comme si on va sur le terrain de tennis maintenant. Dans 5 ans, on jouera mieux que celui qui commence à taper la balle. Tu sais, Guillaume, 5 ans plus tard, quoi. Aujourd'hui, tu le sais, on a une expérience en interne. Toutes les 2 semaines, il y a des évolutions. J'utilise plusieurs IA et tous les jours au quotidien. Et, ça va très vite. Toutes les 2 semaines, il faut se mettre à la page. Toutes les 2 semaines, il y a un nouvel outil. Si là, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des agents qui ne savent même pas utiliser ChatGPT, qui sont encore sur ChatGPT sur des versions gratuites. Non, c'est terrible. Donc, oui, comme tu dis, il faut s'y mettre. Il faut prendre le train. Possible. Parce que le meilleur moment, c'était l'inertie est longue aussi. Hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Exactement. Exactement. Ok, génial. Du coup, il y a un autre point là, que je voulais ajouter. Donc voilà, l'évolution, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir de la vidéo, du nombre, et après, tu disais de continuer à capitaliser, on l'a dit dès le début, sur des valeurs humaines, ça bougera pas. Ça, oui, parce que malgré le digital, c'est l'IA, ça. c'est ce que je te disais, donc être ça, authentique. On dealera toujours entre êtres humains. Bien sûr. Et non d'humain vers IA ou d'humain vers robot. À moins que demain, on ait des robots comme au Japon qui viennent te servir à table, ou en Chine qui viennent te servir à table et qui vont venir faire les visites à notre place. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. Non. On préférera passer un moment avec un humain qu'un robot, de toute façon. Donc ça restera dans 5 ans, dans 10 ans. Exactement. Mais ouais, donc continuer de capitaliser sur des choses comme ça, sur l'humain, tout en s'adaptant aux évolutions des habitudes avec le digital, l'IA. Et écoute. Et puis il y a le sujet de l'acquisition, mais il y a le sujet du nurturing aussi. C'est OK, comment je travaille, comment j'entretiens et comment je travaille ma recommandation aussi. Quand je forme des agents immobiliers, des vrais débutants, ça prend 3 à 4 ans. Okay. C'est vraiment ce que je constate depuis 20 ans, c'est qu'il faut 3 à 4 ans quand on fait bien son travail pour avoir de l'activité qui vient naturellement, de manière organique, mais parce que le bouche à oreille, parce que la recommandation, et quand on arrive à bien travailler ces 2 leviers, parce que attention, il n'y a pas, alors le digital, bien sûr, le nerf de la guerre, mais il y a aussi, OK, je fais du bon travail, et comment j'entretiens mon portefeuille, comment je le fédère, comment je l'optimise, parce que quand j'arrive dans des agences, ils ont des portefeuilles de clients, mais de 1000, 2000 personnes, 3000. Aucune action n'est menée dessus. Ah ouais. Impressionnant. Aucun nurturing. C'est du business dormant. Aucune activation. Rien. Ça, c'est super important. Ça, c'est des leviers qu'on active directement. C'est en effet activer le fichier client tout en générant du prospect en continu. Mais ouais, activer ce fichier client, c'est un levier très important. Magnifique. Génial, on a parlé, j'espère que ceux qui nous écoutent vraiment ont eu des tips pour comprendre aussi la vision business aujourd'hui qu'il faut avoir. Avec l'IA, on parlait de faire de la vidéo, utiliser l'IA pour mettre en place des process. Donc on peut déléguer assez facilement, assez rapidement. Donc évidemment, il faut avoir le bon accompagnement, les bons outils. Il y a aussi un exemple là, que j'ai fait hier, et c'est pour aussi parler de la puissance de l'intelligence collective et de l'IA. C'est un exemple où donc nous régulièrement tout part en marketing, je garde toujours mon angle marketing,
il faut une très bonne connaissance de l'avatar. Notre avatar aujourd'hui, c'est un vendeur. Et régulièrement, donc je fais des séances où je fais participer tous mes clients et je leur dis, mettez-vous dans la tête du vendeur, dites-moi des phrases types qu'il peut dire concernant ses frustrations, ses peurs, ses désirs, concernant voilà, vraiment les objections aussi. Et donc toutes ces phrases types, on fait un échange, admettons on est 15 en coaching, tout le monde me donne des phrases types parce que y a la connaissance terrain en fait, il y a l'expérience terrain, donc c'est toute une data qu'on va pouvoir et qu'on exploite dans nos contenus, et c'est vraiment pour vous dire oui, la différence entre quelqu'un qui exploite l'IA, l'intelligence collective, et quelqu'un qui va un peu à l'intuition. Nous on fait rien à l'intuition, tout est maîtrisé, et donc cet exercice était très puissant puisque grâce à ça on a du coup une vidéo d'1 heure avec plein de phrases clés. Derrière, on utilise l'IA pour transcripter, récupérer tout ce qui a été dit. On met ça dans l'IA, on nourrit, on améliore nos documents sur l'avatar, et de ça, on tire des scripts vidéo qui parlent directement au vendeur. Et derrière, c'est un message marketing qui est laser focus et qui parle directement au vendeur, vraiment basé sur des datas de terrain, d'expérience. Donc, on est dans ce niveau-là de précision. Et c'est la précision qui fait la performance aussi. Et voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu la vision aujourd'hui de comment on peut travailler, plutôt que se dire allez, je vais toquer une porte, je vais au feeling. Et non, on est sur vraiment quelque chose aujourd'hui, il faut se mettre à la page d'une dimension complètement différente, quoi. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce podcast avec Lydie. On va en refaire certainement sur des sujets peut-être plutôt focus sur un sujet sur l'IA ou que sur le marketing, ou peut-être des process gagnants en équipe. Enfin, on va pouvoir vraiment faire des formats. Là, c'était un format assez global. C'est un premier et certainement pas le dernier. Donc, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, je vous mets un lien en description si vous voulez qu'on analyse votre situation, qu'on regarde un peu où vous en êtes dans le business. Et qu'on regarde ensemble quels sont les objectifs, vous donner vraiment un plan d'action détaillé. Vous avez le lien en description. Et puis, merci Lydie en tout cas pour ta venue. Merci à toi Guillaume, c'était un plaisir. Génial. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine.